Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Voilà, donc on va écouter 10 histoires aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Oui, bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Vraiment, ça fait longtemps que je suis cette chaîne et vraiment, j'en tire beaucoup de leçons et vraiment, je suis content car c'est une très bonne initiative et ça éduque beaucoup. Vraiment, c'est tellement encourageant et tu donnes une très grande force. Vraiment, et j'espère que ça va aller aussi longtemps que possible, que personne ne pourra vraiment essayer de détruire cette chaîne, essayer de détruire c'est ce que tu fais, car c'est une bonne chose. Et je t'encourage dessus et que vraiment Dieu te bénisse. Bon, je vais raconter juste une petite histoire. Bon, je vais essayer de rendre ça un peu plus court. En fait, un jour, j'étais dans une ville de Douala. Bon, je vais un peu dire le quartier. Bonamou Sadi, pour ceux qui connaissent Douala. Bon, j'avais un ami de longue date, on ne s'était pas vu, un grand, comme on dit souvent, un grand parleur. En fait, on était assis dans un bistrot, donc à l'extérieur d'un petit bistrot, à la cour là. On prenait quelques petits verres. Il y a donc un monsieur qui a garé dans une belle voiture qui est entré. Il est venu s'asseoir un peu éloigné de nous. Alors, il buvait quelques temps, peut-être après 1 heure ou 30 minutes environ, 1 heure, je peux dire. Alors, il y a donc une dame qui passait, une belle demoiselle qui passait, une très très belle demoiselle. Alors, il a donc appelé un petit, il a demandé au petit, s'il te plaît, c'est le monsieur, hein, le monsieur qui venait d'arriver, qui demande donc au petit, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler la dame? Bon, c'était un petit qui était dans le coin, et puis le petit est donc allé appeler la dame. La dame a dû demander au monsieur de venir, ce que le monsieur a fait. C'est là où le monsieur, quand le monsieur se déplace, il part. Notre ami avec qui on était assis, bon, je rappelle que c'était un gars qui était, dans notre jeunesse, il était très fort dans le micro, comme on dit, un bon parleur, donc ça veut dire qu'il prenait le micro parfois lors des matchs de vacances, en fait, des matchs de vacances. Bon, c'est lui qui prenait le micro, qui présentait la foule, l'été et tout ça, c'est ce qu'il faisait en fait. Alors, donc, quand le petit donc rentre, appelé dans la dame, il vient donc, il appelle, mon ami donc appelle le petit garçon et dit, petit garçon, viens, s'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Donc, quand on va appeler une femme, ne le fais plus jamais. Alors nous, étant surpris, on demande à notre ami, pourquoi tu dis ça à ce garçon? Pourquoi tu demandes de ne plus appeler, de ne pas, quand on la voit, de ne plus partir appeler quelqu'un? C'est là où il nous raconte son histoire en fait. Il nous raconte son histoire. Il dit, lors d'un match, lors d'un championnat de vacances qu'il présentait, alors il y avait un monsieur qui était là, qui était donc venu, qui avait même une équipe, celui qui sponsorisait l'équipe. Alors celui donc qui était là à chaque fois, il voyait donc commencer à parler et tout ça. Et puis le monsieur l'a donc demandé, il a appelé, il a accosté, il a dit vraiment j'apprécie ce que tu fais, vraiment tu connais très bien parler et tout. Je te demande si tu peux être mon gars, parce que j'aimerais bien que chaque fois, de temps en temps, tu m'accompagnes à certains petits trucs.
Je te vois là, et les femmes, quand tu parles aux femmes, vraiment, ils sont un peu attirés. Et vraiment, notre ami, que je peux vous dire, il est très très fort pour accoster les femmes, je ne vais pas vous mentir. Mais je vous dis très fort, je ne peux pas comprendre. Donc, quand il parlait à une femme, la femme était presque, il l'amusait et tout ça, et puis que c'est comme ça que la femme se voyait embarquée. C'est là où il dit qu'il était dans, je peux dire, le Tinder de monsieur. Parce que c'était un monsieur qui était au quartier, en fait, et qui sponsorisait une des équipes de championnat de vacances. C'est là où il devient dans le Tinder de monsieur. Bon, ils marchaient ensemble, monsieur venait le prendre, il roulait, partait dans sa voiture, il faisait les tours. Alors, de temps en temps, quand le monsieur voyait dans une femme, il dit, bon gars, voilà une femme là, pardon, si tu peux l'accoster, si tu peux la draguer et puis et tout, tu donnes un rendez-vous comme ça, tu dis que c'est moi qui veux la voir et tout. Alors notre ami, c'est ce qu'il faisait en fait. Il accostait les femmes, il draguait les femmes pour ce monsieur. Constamment, c'est comme ça que ça se passait, constamment ça. Il dit que c'est 1000 ans comme ça. En fait, c'est lui qui raconte l'histoire, hein, c'est lui qui nous raconte son histoire lors d'un bistrot. Donc je reprends donc, lors d'un bistrot où on était assis dans un bistrot. Donc, il nous raconte donc son histoire. Alors, il nous dit donc qu'il était constamment avec le monsieur, il draguait les femmes pour le monsieur. Alors, un jour, donc, il sort donc aussi avec le monsieur dans la rue. Le monsieur vient nous chercher, il part. Parce que le monsieur, de temps, bon, le monsieur, constamment, quand il sortait, il avait ses 20 000, ses 30 000. Quand il rentrait souvent, le monsieur lui donnait un peu de l'argent et tout. Alors, il dit qu'un jour, donc, ils sont sortis. Le monsieur dont l'a demandé, il a donc vu une fille, il a dit que bon, va, tu essaies d'accoster cette fille, tu la dragues pour moi. Et puis le gars est donc allé, il a donc accosté la fille, il a commencé à causer avec la fille. La fille dit, vraiment, je ne suis pas trop intéressé. Il a fait rire la fille comme d'habitude, il a dragué la fille, c'est ce que la fille a dit, mais vraiment tu es très fort. Bon, je ne sais pas parce que tu m'as fait tellement rire, tu m'as ambiancé, et je pars. Alors, donc, il l'amène dans la fille vers son grand du quartier, en fait, vers le monsieur. Le monsieur lui dit, bon, vraiment, tu m'intéresses, moi qui ai demandé à mon petit de t'appeler, et puis j'aimerais bien te voir et tout. Bon, là, je suis en train de voyager, là, tout à l'heure. Dès que je rentre, c'était un samedi, dès qu'il rentre le dimanche matin, il était parti sur Limbé pour une affaire. Dès qu'il rentre dimanche matin, et dimanche, ils vont se voir. Bon, la dame a dit, ok, demain alors, demain dimanche. Alors, dans le monsieur, donc, allait en voyage. Bon, le lendemain, et au retour de son voyage, le monsieur, au retour de son voyage, étant encore à Limbé, il appelle notre ami, en fait, il lui dit à notre ami, appelle la fille, tu l'invites à l'endroit habituel, puisqu'il avait un endroit où il se trouvait. Bon, le midi nous dit qu'il était environ 16 heures. Alors, il part donc chez la fille ne voulait pas venir. La fille dit, bon, je ne peux pas trop venir. Bon, puisque je suis mal à l'aise là. Parce que si je pars, je suis sûr de moi que ton gars, il ne serait pas là. Il dit, comment? Il dit que si je pars avec toi sur le rendez-vous, ton gars ne doit pas venir. Il dit, comment ça? Je lui ai dit, si tu veux, tu verras. C'est la fille qui lui dit ça, hein. La fille dit que si je pars là, au lieu de rendez-vous, ton gars ne viendra pas. Bon, la fille dit, il dit que non, moi je veux voir mon gars que je connais et tout. Alors, la fille dit, ok. Il amène dans la fille à l'endroit habituel, dans un petit restaurant. Euh, il arrive dans la fille assise. On passe la commande, la fille prend un pot, elle commence à boire, elle mange. Apparemment, son gars est donc rentré. Il est rentré vers 17 heures. Alors, donc, euh, il était censé être là à 17h30. Son gars devait rentrer et être au lieu du rendez-vous à 17h30. Lui, son grand, qui l'envoyait souvent. Il devait être là à 17h30. Bon, dès qu'il rentre donc, ils sont là en train de manger et tout. La fille, la fille dit encore à notre ami que comme tu vois, ton gars ne viendra pas. Notre ami dit, mais tu parles de quoi? Mon gars que je connais? En ce temps, donc, son gars l'appelle. Il dit que donc, je viens d'arriver sur ce doigt-là. Bon, en ce temps, le grand, hein, son grand l'appelle. Je viens d'arriver sur ce doigt-là.
Bon, prenez pour en attendant, je me lave un peu, je reviens. Ok. La fille dit donc, le gars dit donc, ok, nous sommes dans ton temps. Et le gars dit donc, tu dis à la fille que, il dit, mon gars donc dit à la fille, tu as entendu? Il m'a dit qu'il vient d'arriver, donc il là dans quelques temps. Non, tu me dis qu'il ne doit pas arriver, comment tu le connais, où, machin, et tout ça. Je t'ai dit que c'est que là, je connais mon gars et tout. La fille dit que si tu veux, tu paries, il ne viendra pas. C'est que la fille le répète, qu'il ne viendra pas. Le gars dit, mais tu sais pas ce que tu dis? Je t'ai dit que mon gars vient, il t'a dit tout à l'heure, il vient de m'appeler, il m'a dit qu'il vient d'arriver. Je te dis, là, autre 1 heure, il sera là, le temps de se nettoyer et tout, et il sera là dans 1 heure ou plus. Ok, la fille dit, ok, mangeons, regardons le temps passer. Il se met dans à manger, je mange, bavarde et tout, il fait amuser l'ambiance, la fille, il fait rire la fille rit. À 17h30, ton grand n'appelle pas, 18h, son grand ne vient pas. Il dit, mais il est 18h, mon gars n'est pas encore là. Il dit, je t'ai dit que ton gars, la fille répète encore, hein, je t'ai dit que ton gars ne viendra pas. Et le gars est étonné. Il dit, ah, laisse ça, dis donc, tu racontes quoi là, quelle connerie. Mon gars viendra. Alors, il est là, il cause ensemble, il bavarde et tout. 18h30, le gars, son grand ne vient pas. Mon ami donc prend le téléphone, il appelle son grand ne décroche pas. Son grand était, c'est pas, ça sonne, il ne décroche pas. Il est surpris. Il est surpris. La fille lui dit que, je t'ai dit que ton gars ne viendra pas. Il dit que non, il va venir. Il raccroche le téléphone encore. La fille donc lui dit, j'attends encore 30 minutes, il ne vient pas, moi je vais partir et je vais te dire pourquoi il ne viendra pas. Le gars dit, bon, ok. Attendons encore 30 minutes. En temps, le gars ne fait qu'appeler, hein, il appelle, ça ne passe pas, ça sonne, il ne décroche pas. Il appelle son grand, ça sonne, il ne décroche pas. Il appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Alors donc, 17, 18h, 19h, 19h arrive en fait, 19h arrive. Alors, la fille dit, je te dis que ton gars ne viendra pas. Moi, je vais déjà rentrer, c'est ce que la fille dit. Et je vais te dire pourquoi ton gars ne viendra pas. Mais le gars a dit qu'ils étaient surpris, ils ne comprenaient pas comment ça se passait. Il dit non, et la fille, la fille dit non, mon gars, que ton gars, il est rentré de son voyage. Il est arrivé chez lui. La fille qui parlait à mon ami, un autre ami en fait, puisqu'on était trois. C'est lui qui raconte l'histoire, c'est mon ami qui raconte l'histoire. Il dit à notre ami que ton gars est arrivé chez lui, il a un miroir. Quand il entre chez lui, il guette avec tous les filles avec qui il prend rendez-vous. Il est donc venu dans son miroir, il a vu, il a vu qui j'étais. Ce miroir s'est même cassé. Où il se trouve là, il a tellement peur. Donc, c'est avec qui je suis. C'est qui je suis. Et s'il venait ici, s'il vient rentrer du voyage, directement venait, je le tuais. Il est parti, il a vu qui je suis. C'est pour ça qu'il a eu peur de ne pas venir. S'il vient, je le tue. Il est parti, il a vu qui je suis. Il ne peut pas venir. Je vais te dire ce que ton grand fait chaque fois. C'est la fille qui dit à notre ami, hein, je vais te dire ce que ton grand fait chaque fois quand il prend cette fille. Quand il prend ses filles, il part coucher avec le chaussure, il prend ses filles, il rentre chez lui avec, il devient un serpent, des drogues, il se transforme, il suce leur énergie, et ces filles-là deviennent rien du tout. Donc ces filles-là, après, leur vie devient très très dangereuse, ils n'ont plus rien, ils commencent à errer, d'autres deviennent des prostituées, ils ne savent plus quoi faire. Donc sortent avec des bandits, des gens, donc tout leur sens, toutes leurs étoiles, ils aspirent tout et ils n'ont plus rien. Donc comme je te dis ceci, je te conseille de ne plus jamais voir ton grand. Sinon, toi-même tu vas mourir. Parce qu'avant toi, il y a eu quelqu'un avec qui il faisait ça. Moi, je suis venu pour le combattre. Donc j'ai eu à subir ça. C'est la fille qui dit, je suis venu pour le combattre et je vais l'atteindre. C'est son point faible. Et où tu te trouves là, c'est ce qui se passe. Je te demande de rentrer et de partir dans ton village très vite, de rentrer et d'appeler quelqu'un qui peut te sauver, qui peut t'aider. Parce qu'après, il va t'appeler. Il va t'appeler, dès qu'on va se séparer, il va t'appeler.
Donc je te demande, ne pas décrocher ton appel. Je te décroche ton appel, toi tu vas avoir des problèmes. Ne pas décrocher, rentre chez toi, prends ton voyage et fais un voyage en fait. Ne rentre pas dans ton village, on va te soigner. Et dès que tu rentres de ton voyage, si tu connais les filles, certaines filles avec qui ton grand, euh, que tu amenais les gars, ton grand chez ces filles-là, si tu connais leur maison, il faut aller dans leur demander pardon, leur expliquer le pourquoi. Eux-mêmes vont aller travailler sur eux et ça va un peu ça va les aider. Donc, c'est ce que la fille dit. Donc, quand tu vas rentrer de ton voyage, tu vas voir dans ces filles, tu parles avec eux, tu dis que tu demandes pardon, tu dis que tu ne savais pas ce qui se passait, c'est après que tu as su ce que ce garçon faisait. Et puis, tu leur demandes pardon et ils vont aller se soigner eux-mêmes. Donc, c'est comme ça que le gars a su. Et il me dit que dès qu'il se sépare de la fille, il est entré chez lui, une fièvre l'a pris directement. Il tremblait, il ne comprenait pas pourquoi. Il a directement pris l'argent qu'il avait sur lui. Dans la maison, il allait directement au voyage. Et en route, il me dit qu'à minuit pile, son téléphone, puisqu'il a voyagé dans la nuit, il a pris un voyage pour l'ouest. De minuit pile, il était déjà en route parce qu'il a décollé à 23h. Son téléphone a commencé à sonner, fatigué, il n'a pas décroché. Et c'est comme ça que la fièvre ne faisait qu'augmenter. C'est ce qu'il arrive au voyage. Et puis bon, il a été sauvé. Et il est rentré dans expliquer et demander pardon à toutes ces filles avec qui il avait eu à entraîner vers ce monsieur. Et c'est pour ça donc il a expliqué l'histoire en fait. C'est qu'il nous a expliqué l'histoire en disant qu'il y a souvent certains jeunes ici là. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il y a des gens ici qui jouent souvent le rôle de Tinder en fait. Que tu prends un monsieur qui est là souvent, il te dit mon gars viens. Et puis toi tu es là derrière lui, et puis tu dragues les filles. Toi-même qui dragues les filles, qui amène, tu sais pas ce que ce garçon fait avec ses filles. Et toi-même ta vie est en danger. Parce que tôt ou tard, il prend aussi quelque chose de toi. Toi le gars qui joue le rôle de Tinder. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire. Non, j'étais rapide et excusez-moi de ma manière de parler. Essayez d'être un peu plus rapide, c'est ça que je parlais plus rapidement. Donc c'est une longue histoire en fait, c'est une très longue histoire. Donc merci et vraiment partagez et aux commentaires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique sur l'éveil de l'esprit. Cette histoire se déroule dans la région du Sud Cameroun, dans la ville de Kribi. Dans la journée du 23 mars 2023, j'ai appris le décès d'une de mes grand-mères que j'aimais bien, avec qui on s'entendait en question. C'est alors que dans la nuit, quand je suis allé pour me reposer, donc pour dormir, dans mon sommeil, j'ai fait le rêve où je me suis retrouvé avec la grand-mère en train de dialoguer et de rigoler. Quelque temps après, son visage s'est transformé au visage d'une tante déjà décédée. Ce n'était plus le visage d'une tante décédée, le visage est passé au visage d'une maman de la famille également déjà décédée. Tout cela n'attirait pas encore mon attention. Quelque temps plus tard, le visage a commencé à se transformer au fur et à mesure au visage des grands-mères, des mamans, des tantes de la famille déjà toutes décédées. Mais bien après, pendant que je vivais cette scène-là, je me suis subitement retrouvé au milieu d'un marché où il y avait plusieurs tables et ce marché était désert. C'est alors que sur une des tables qui était face à moi, il y avait une chemise dont les chemises où on met des documents, des dossiers quoi. Ma curiosité me pousse donc à aller vers la chemise pour regarder son contenu. Une fois que je récupère la chemise et je l'ouvre, un de mes collègues de service surgit derrière moi et me dit « Tu as pris la peine d'aller prendre la chemise pour regarder son contenu, mais est-ce que tu as regardé ce qui était sous la chemise ?» Une fois que j'envoie les yeux sur la table où j'avais pris la chemise, je vois un billet de 5 000. Je dis donc « Ah, un billet de 5 000. » Le collègue en question s'en va pour soulever le billet de 5 000. Une fois qu'il essaie de soulever le billet de 5 000, il me dit « Non, ce n'est pas un billet de 5 000.
c'est plutôt 2 billets de 5000. Je regarde et je dis, ah bon? Et le collègue et moi prenons donc la résolution de redéposer la chemise en question sur les 2 billets de 5000. Sûrement que quelqu'un qui s'y trouvait là a dû oublier le dossier ou a dû égarer, raison pour laquelle tous les gens ou bien un passant a dû déposer ou bien raison pour laquelle le dossier se trouvait là. Et lorsque j'ai voulu redéposer le dossier en question, dont la chemise, sur les 2 billets de 5000, on a curieusement vu, donc mystérieusement vu que les 2 billets de 5000 qui étaient un peu froissés et un peu sales se sont transformés en 2 billets de 5000 claquants, donc flambant, neufs et bien repassés. Ah, ça nous a fait un peu flipper. Mais on a eu du courage quand même à essayer à nouveau de déposer le dossier sur les 2 billets qui venaient de se transformer. Et une fois qu'on veut encore redéposer le dossier sur les 2 billets de 5000 flambant neufs, les 2 billets de 5000 se transforment une fois de plus en un seul billet de 10 000 francs flambant neuf. Mais la peur était énorme, mais on a donc pris le courage et on s'est dit que bon, comme cette histoire devient déjà très mystérieuse comme ça, c'est mieux qu'on dépose le dossier et on laisse que son propriétaire vienne le récupérer. Chose dite, chose faite, on a déposé le dossier et comme quoi, lui, il devait rentrer à son domicile et moi, j'avais un rendez-vous pour aller voir un match de football avec ce beau monde de femmes de notre famille déjà décédées que j'ai cité plus haut. Je suis donc allé, je me suis retrouvé avec les grands-mères, les tantes, les mamans de notre famille déjà décédées pour se rendre au stade en question. Une fois arrivé au stade, c'était du venez voir. Il y avait une grande foule, la queue était serrée, vraiment longue, et le stade débordait de monde, de telle sorte qu'on regardait sur le toit, il y avait du monde à craquer. Donc ce n'était pas facile d'accéder au stade. C'est alors que, Dieu merci, mon esprit s'éveille. J'éveille mon esprit à l'instant et je me dis, mais qu'est-ce que je fais au milieu de tout ce beau monde de femmes de notre famille déjà décédées là? C'est où l'esprit de Dieu me recommande de prier. C'est ainsi que je me mets à genoux. Là, je croyais que j'étais déjà réveillé, que j'étais revenu dans la réalité. Pourtant, j'étais encore dans le rêve. Je me mets à genoux dans le rêve et je me mets à prier comme quoi je vous aime bien, mais au nom de Jésus, vous faites partie du monde de l'au-delà et moi, je fais encore partie du monde des vivants. Donc, laissez-moi, je rentre d'où je viens et vous allez votre chemin. Une fois que j'ai commencé à prier, c'est où les femmes ont commencé à s'enflammer et me dire que non, que ce que je commence là, ce n'est pas ce que on s'était dit, ce n'était pas le rendez-vous, on doit honorer le rendez-vous puisqu'on devait tous entrer au stade pour voir le match en question. Donc je ne devais pas commencer à faire ce que je suis en train de faire là. C'est où je dis que je suis en train de répéter que ma place n'est pas ici. Je me rends compte que vous êtes à tous décédés. Moi, je ne devais pas être ici, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Donc, vous faites partie du monde de l'au-delà et moi, je fais encore partie du monde de la lumière. Donc, allez votre route et moi, je vais sur la mienne. J'ai donc persévéré dans la prière, c'est comme ça que le rêve s'est donc arrêté. Et quelques temps après, je me suis donc réveillé dans la réalité maintenant. Au lever du jour, donc aux environs de 6h moins, si j'ai bonne mémoire. Et j'ai été vraiment ému et j'ai rendu grâce à Dieu qu'une fois de plus, Dieu a éveillé mon esprit parce que je prie sincèrement. Et je recommande aux abonnés de GMJ TV de prier sincèrement Dieu afin que votre esprit soit rodé de telle sorte que quand votre corps est défaillant, votre esprit s'éveille pour prier afin de protéger votre corps qui est défaillant. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul au Cameroun depuis la ville de Kribi dans la région du Sud. Je vous remercie de m'avoir écouté. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV
Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Une fois de plus, merci et à plus pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour, j'aimerais raconter mon histoire, l'histoire que j'ai vécue au collège. J'étais à Yaoundé au collège Ibanda et j'avais une camarade, une camarade de banc. On n'était pas amis, mais c'était ma camarade de banc. Alors, un bon jour, donc comme on restait ensemble, moi je priais beaucoup. Parce que je viens d'une famille chrétienne, je priais tellement. Alors, apparemment, la fille était bassa et apparemment, la fille avait des esprits et ça la dérangeait. Surtout quand je prends ma journée de jeûne et de prière, parce qu'à midi, quand les gens vont en pause, je reste en classe prier quand je suis en jeûne. Donc quand elle revient là, après la pause, elle est tellement dérangée. Et comme elle était dérangée, elle commençait à faire, à m'intriguer, à faire des petits trucs. Elle prend mes choses, elle cache, elle met dans son sac. Et comme il n'y avait personne à côté là, parfois les autres qui étaient derrière m'appellent en cachette, me disent que tu cherchais quelque chose tout à l'heure. C'est elle qui a pris, c'est ta voisine de banque qui a pris, on l'a vu prendre quand tu étais un peu concentré au cours. Elle a mis dans son sac. Cherche dans son sac, tu vas trouver. Je cherche, je trouve. C'est comme ça, un jour, quand je cherche, je trouve, je retire juste, je remets dans mon sac. Seulement quand elle part à la maison, elle ne retrouve plus. Donc, elle a su que je connaissais. Elle continuait toujours. Elle continuait toujours à prendre mes choses et à mettre dans son sac. Comme moi, je savais que c'est elle qui prenait mes choses et mettait dans le sac. Alors, j'ai continué toujours à chercher son sac. Quand elle-même elle est distraite ou elle se lève et part, je prends mes choses, je récupère et je remets dans mon sac. C'est comme ça que j'ai commencé à très bien cacher mes choses, non, à l'éviter un peu. Elle a su que je cachais mes choses. Donc maintenant, elle commence à m'intriguer avec des petits problèmes. Elle pousse mon pied, elle se pousse vers moi, elle me pousse un peu. Je fais, maman, c'est comment? Tu pousses sur ma place, tu pousses mes choses, tu fais ceci. C'est comment? Depuis là, je vois que tu es en train de me chercher des problèmes et tout ça. Donc, elle était là, elle se gênait pas, elle rit. J'ai dit que maman, la prochaine fois que tu vas faire ça, moi je vais aller chercher le surveillant, je vais lui dire. Elle me dit que, si tu veux, va, on va me faire quoi? Hein? Toi, tu aimes chercher les problèmes, déménage même d'ici. J'ai dit que non, maman, c'est toi qui es venu me trouver sur mon banc. Non, je ne peux pas déménager de mon banc, c'est toi qui es venu me trouver sur cette place-là. Si tu veux, toi, tu te lèves, tu pars ailleurs. Moi, je ne me lève pas d'ici, elle dit que je ne me lève pas, mais tu vas voir, toi, tu vas te lever. J'ai dit que ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'elle a toujours continué à me chercher les problèmes. Un jour, je me suis levée, je lui ai dit que les esprits qui te dérangent là, non. Toi-même, avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas te lever toute seule, tu vas partir. Parce que moi, je savais qu'elle avait quelque chose en elle. Elle était trop bizarre, elle faisait tout bizarre. Un bon jour, elle vient un matin. Non, c'était à la fin de la journée. Elle me dit que, bon, Mirabel, comme tu vois, parce que moi je me nomme Mirabel. Elle me dit que Mirabel, comme tu vois là, tu vas voir. Demain matin, quand elle veut venir ici, tu vas voir. Tu vas me regarder et tu vas pleurer. Tu vas pleurer toute la journée. Tu vas voir. Continue à me chercher. Je t'ai dit de te lever et de partir ailleurs, de ne plus rester sur ce banc. Tu continues à rester. Je dis que maman, j'ai aussi payé ma pension comme toi. Donc je vais rester. C'est toi qui vas partir. Elle dit que ok, tu vas voir. Le lendemain matin, elle arrive. Elle arrive très tôt avant moi. Avant, elle arrivait toujours après moi, mais ce matin-là, elle était partie très tôt. C'est comme ça que elle s'assoit.
Quand je viens la trouver, je lui dis bonjour. Moi, je lui disais toujours bonjour malgré ce qu'elle me faisait. Je la saluais, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Maintenant, quand je reviens, je la salue. Elle me dit que elle ne répond pas. Elle sourit seulement. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle a commencé à me regarder droit dans les yeux que j'ai commencé à ressentir une petite frayeur. Quand je ressentais la frayeur, elle riait, elle souriait, elle me regardait. Je ressentais la frayeur montait tellement que j'avais envie de pousser les cris et j'avais envie de pleurer. J'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai commencé à prier, à prier, à prier dans mon cœur. C'est comme ça, elle continuait toujours à me regarder. Moi aussi, je lui regardais, on se regardait. Et moi, je priais dans mon cœur. J'ai tellement prié, prié de tout mon cœur avec une seule foi. C'est comme ça que j'ai vu comment 2 larmes sont sorties de ses yeux. Elle a essuyé. Elle s'est couchée sur le banc. Peut-être même que c'est... Donc, j'appelle ça retour à l'envoyeur. C'était sûrement le retour à l'envoyeur. Sûrement, elle pleurait. Elle a passé la journée comme ça. Là. Donc, je dis que c'est comment, même les professeurs entrent, c'est comment. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Ses yeux étaient rouges. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. On dit que mais si tu ne te sens pas bien, va à la surveillance, tu vas prendre le billet de sortie, tu rentres. Elle dit que non. Elle ne se sent pas bien parce qu'elle est sur le banc ici avec moi. On dit que comment tu ne te sens pas bien? Elle te cherche les problèmes. Elle dit que non. Et qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que c'est comme ça. C'est moi qui fais ça. C'est pour ça qu'elle ne me sent pas et elle ne se sent pas bien. On dit que mais elle a alors fait quoi? Elle ne parvient pas à dire ce que j'ai fait. Mais elle dit que c'est à cause de moi. C'est comme ça qu'on lui a dit que bon, comme tu vois que c'est à cause d'elle, déménage alors de ton banc, tu pars ailleurs. C'est comme ça que elle a tenu la journée là. Elle est revenue en classe, elle a tenu. Mais elle était tellement dérangée. Et le lendemain, quand elle est revenue, elle ne s'est plus assise sur mon banc. Elle avait déjà déménagé. Donc, c'est pour attirer. Moi, j'ai fait le collège depuis, je ne sais même plus en quelle année, peut-être 2002, 2004, comme ça. Donc, c'est comme ça qu'elle a déménagé. Je raconte cette histoire pour attirer l'attention de mes jeunes frères et sœurs, surtout ceux qui fréquentent encore, ou bien les parents qui suivent peuvent aviser leur enfant. C'est très important d'inculquer la prière à l'enfant parce que à l'école, on ne sait pas quel genre de personnes on rencontre là-bas. Il y a beaucoup des enfants mystiques qui se retrouvent là. Donc, je ne sais même pas ce qu'elle voulait exactement faire avec moi. Sûrement elle avait peut-être quelque chose derrière la tête. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Et j'espère que mon histoire va servir à une personne peut-être qui se sent oppressée par son camarade ou sa camarade. Donc, j'espère que ça va donner une leçon à quelqu'un et que cette personne va commencer à prier peut-être pour combattre ça parce que c'est facile de combattre quand tu as Jésus dans ta vie. C'était ça mon histoire et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. Bonjour DMG, je me prénomme Lionel, je suis camerounais et je réside actuellement en Belgique. Depuis quelque temps, je suis les histoires que vous exposez sur YouTube et un jour, j'avais suivi une histoire par rapport à la collecte de sperme mystique et c'est depuis ce temps-là que je suis régulièrement les histoires que vous postez tous les jours sur YouTube. Donc en fait, je vous contacte pour raconter une histoire, bon, un fait un peu bizarre dont j'ai été témoin. Je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires comme ça en public en me faisant écouter. J'espère que je serai assez intelligible et que je vais pouvoir me faire comprendre dans ce que je vais vous expliquer. Donc c'était en 2006, donc c'était l'année d'après que j'avais obtenu le bac. Je vivais à Yaoundé et je faisais une formation pour me préparer pour aller à l'étranger. Et durant cette année-là, donc je n'avais pas le cours tous les jours et j'étais assez libre, quoi. Et mes parents vivaient à Bafoussam. Donc ce qui faisait que je me rendais très souvent à Bafoussam pour aller passer du temps avec mes parents.
Et je prenais pour ces voyages-là les cars comme Binam, Camille à l'époque, en fait, tous les agences que vous connaissez de transport par route que vous connaissez. Et un jour, j'ai pris un bus d'une agence, je sais plus si c'était Binam Voyage, quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, comme vous savez, au Cameroun, il y a des agents commerciaux qui vendent des médicaments traditionnels, des médicaments, voilà, comme ça, les agents commerciaux qui vendent les médicaments traditionnels, quoi. Et dans le bus, donc voilà, l'agent commercial là, c'était je crois, un musulman, un Aoussa, quelque chose comme ça. Et il vendait un peu les médicaments du style comme le ginseng, des médicaments pour chasser la mauvaise haleine dans la bouche, etc., etc. Et alors un jour, ce jour-là, il vendait exactement ces médicaments-là. Et en plus, il disait qu'il vendait un médicament anti-poison. Et il disait que cet antipoison-là, c'est un médicament qui, même si tu vas peut-être à un rendez-vous ou bien dans un endroit où tu ne te sens pas désiré, que voilà, c'est un médicament qui va te protéger. Et il disait que en fait, ce médicament-là est tellement puissant et tellement fort que ça peut te permettre de manger n'importe quoi. Et c'est là alors où le fait bizarre se produit. Donc, il a testé devant nous. Il disait que ce médicament est tellement puissant qu'il peut manger n'importe quoi. Donc, c'était une espèce de poudre comme ça. Il a sucé la poudre et par après, il a mangé des tessons de bouteilles. Donc, je dis bien les tessons de bouteilles. Et j'étais dans un bus du style, les Coast 70 places là, du style, il y a 5 places où il y a un couloir là, donc 3 places d'un côté et 2 places d'un autre. Et il y a un couloir au milieu des deux. Et il nous traversait et il mangeait les tessons de bouteilles dans la voiture, mais ça m'a tellement paru bizarre. J'ai eu des mauvaises sensations qui me traversaient. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui mange des tessons de bouteilles, et il traversait et il mâchait les tessons de bouteilles. C'était un peu comme dans sa bouche, comme des arachides. Et après, il a demandé dans la voiture qui veut goûter, qui veut tester le produit. Il y a quelqu'un, je pense, derrière moi, qui s'est prononcé et puis il a demandé à goûter le produit et manger les tessons de bouteille. Donc, il a fait de même que l'agent commercial. Mais ça m'a vraiment paru tellement bizarre que j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, moi, je suis quelqu'un de réfléchi, de terre à terre. Je suis quelqu'un de rationnel. Mais vraiment, je ne crois pas trop parfois au mystique. Donc, peut-être parce que certaines choses ne me sont jamais arrivées comme d'autres personnes le racontent dans l'émission. Bon, peut-être tant mieux, peut-être c'est bien, ce n'est pas bien. Mais je commence à croire et je crois qu'il y a des choses quand même mystiques qui existent. À l'instar de ce fait-là. Donc moi, sincèrement, je pense que cette poudre-là n'était pas une poudre simple. Bon, moi, j'ai fait des études. Je n'ai pas un doctorat en sciences des matériaux ou en chimie, mais j'ai quand même eu un master 1 en biochimie et je suis arrivé en Belgique. J'ai fait des études en sciences alimentaires. Et de tout ce que moi, je sais, c'est qu'il y a des aliments comestibles et des aliments qui ne sont pas comestibles. Et les tessons de bouteille, franchement, je ne sais pas quel humain peut se permettre de manger des tessons de bouteille, même s'il a mangé quoi auparavant. Et je ne sais pas si vous imaginez un peu l'opération chirurgicale que vous devez subir si on devait si on devait vous enlever les tessons de bouteille de tout l'organisme. Donc, en fait, de tout votre appareil digestif dans la trachée, la terre, l'estomac et tout ça. Donc, parce que vous n'imaginez pas toutes les destructions que ça peut vous causer. Et même si on vous opère, je suis sûr et certain que vous allez laisser votre vie. Donc, voilà, c'est le fait que j'ai vécu un peu bizarre. Donc, ce qu'il faut retenir dedans, c'est quoi? Je voulais juste interpeller tout le monde que faites attention à ce que vous achetez. N'achetez pas n'importe quoi. Quand vous voulez acheter quelque chose, soyez sûr de ce que vous achetez et déjà avant un écho de ce que vous voulez acheter. En fait, après cette histoire-là, je n'ai pas eu un écho comme quoi quelqu'un a acheté cette poudre-là et en est décédé ou a subi des effets désagréables. Mais quand même, je pense que c'était vraiment pas quelque chose de normal, quoi. Donc, c'était un peu ce que je voulais raconter. Bon, c'est pas ici pour ternir l'image ou bien gâter le business des agents commerciaux qui vendent des produits traditionnels. Et non, moi, c'est pas ça mon but. Mais moi, c'était juste pour pointer du doigt, en fait, ce fait-là dont j'ai été témoin.
Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager. J'espère que que je me suis fait comprendre. J'ai été quand même assez intelligible pour raconter ce fait dont j'étais témoin. Et je tiens ici à remercier. Donc je voulais profiter pour remercier toutes les personnes qui racontent les histoires et je les encourage davantage à raconter des histoires. J'encourage tout le monde à raconter son histoire parce que le monde, il y a tellement de choses dans ce monde, franchement, et tous les jours, on en apprend tous les jours. J'incite tout le monde à raconter des histoires, ça nous aide nous tous, ça nous édifie nous tous. J'invite tout le monde à commenter, à liker, à partager ces vidéos. Et DMG, toi, je te remercie pour cette émission et pour ce concept que tu as mis en place. Et je te souhaite tout le meilleur du monde dans tes projets et tes projets avec DMG TV. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée à tous et au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que DMG va bien et que toute la communauté se porte bien. Moi, c'est la première fois que je vais intervenir dans cette émission et j'en suis ravie. Et c'était pour raconter l'histoire de mon oncle qui allait faire un rituel un peu bizarre pour gagner de la prospérité dans son commerce. Voilà, donc je m'explique. En fait, moi, je suis hors du pays, je suis du Burkina, je suis originaire du Burkina. Et là, je suis en études dans un autre pays en Occident. Et le truc, c'est que ma mère m'appelle il n'y a pas si longtemps pour me raconter en fait ce que mon oncle est allé faire pour avoir plus de prospérité dans son commerce. En gros, voilà, comme je vous ai dit, mon oncle, c'est vraiment un grand commerçant. Il a déjà assez de succès comme ça. C'est vraiment, voilà. Il est vraiment, voilà, connu, il a de l'argent, il vit bien, il a ses femmes, il a ses enfants. Mais comme l'être humain n'est jamais satisfait, il cherche en fait à avoir encore plus de prospérité. Donc apparemment, il est allé voir une grande féticheuse qui est connue chez nous, une praticienne comme on dit ici. Mais bon, chez nous on dit féticheuse et tout. Donc, et il allait voir une féticheuse qui l'a prescrit un rituel. Et en fait, l'histoire de cette féticheuse, c'est quoi? Apparemment, elle est très connue actuellement au Burkina et tout. Elle est même consultée de partout, dans d'autres pays. Des gens viennent du Togo, du Bénin, du Mali la consulter. Et son histoire, c'est que en fait, quand elle était bébé, sa mère était elle était avec sa maman sur le dos de sa mère au champ. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, des génies l'ont enlevée du dos de sa mère. En gros, sa mère, elle était au champ et cultivait. Et elle a disparu, elle a été prise du dos de sa maman par des génies et ils ont disparu avec la petite en pleine forêt. Et voilà, de là, elle a été portée disparue et tout. Sauf elle est réapparue 30 ans plus tard. On ne sait pas où elle était, on ne sait pas comment elle a fait pour survivre dans la forêt, tout ça. Elle est réapparue 30 ans plus tard et c'est elle qui raconte qu'en fait, elle a été enlevée par des djinns musulmans. Et donc, ils l'ont enseigné plein de choses, ils lui ont donné des dons. Et elle, son but, en fait, c'est d'aider les gens. C'est d'aider les gens à régler leurs problèmes et tout. Et c'est vraiment une femme qui est assez connue. Apparemment, elle ne prend même pas d'argent. Elle prend que des cadeaux et tout. Elle ne prend pas d'argent et tout. Donc, mon oncle, il va la voir pour son problème, qui veut de la prospérité et tout ça dans son commerce, de l'évolution et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle lui prescrit? Elle lui prescrit de sacrifier un animal. Mais c'est pas un bœuf, c'est pas un mouton, c'est pas un poulet comme on a l'habitude, c'est un chameau. Et comment on va sacrifier ce chameau? On va pas l'égorger comme d'habitude. On lui tire une balle dans la tête. Vous vous rendez compte? On va lui tirer une balle dans la tête. Et on va recueillir le sang dans une assiette en or massif. Donc mon oncle, tout ce que je vous raconte là, il l'a fait. Il l'a raconté à ma mère. Ma mère même a les photos et tout. Donc il a recueilli le sang dans une assiette en or massif qu'il a fait couler sur sa tête, ce sang-là.
Voilà, en gros, c'était ça le rituel. Apparemment, ma mère, elle a dit qu'elle a même des photos qu'il lui a envoyées. Et voilà, quoi, elle m'a raconté ça. Enfin, je me suis dit, mais ça glace le sang, quoi. Elle dit que c'est des pratiques musulmanes, mais je doute fort parce que c'est un peu bizarre, vous voyez, de tuer un animal de cette façon-là, de verser le sang. Je sais pas. Je trouve ça très très bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'ai dit à ma mère de faire attention parce que c'est vraiment un oncle qui a la main facile, quoi. Il est très généreux. Il suffit que tu lui demandes un petit truc, il te donne. Sauf que moi, maintenant, je me méfie un peu. J'ai dit à ma mère, fais attention. Je sais pas, je te conseillerais de ne pas prendre l'argent qu'il te donne. On sait jamais parce que son rituel, là, pour moi, il est très bizarre. Mon instinct me dit que non. C'est pas quelque chose de simple, en fait. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais raconter. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG TV. En fait, je suis camerounaise et j'aimerais raconter une histoire que j'ai vécue parallèlement avec ma grande sœur en fait. Parce que nous restons 3, les 3 derniers qui vivaient encore avec les parents. À cette époque, nous étions tous déjà quand même au lycée. Et je dormais avec ma grande sœur. Donc, la première fois que cela s'est produit, elle dormait devant et moi je dormais derrière. Et il y avait deuil au quartier et on avait demandé la maison du voisin, un peu comme on fait souvent dans les deuils ou les funérailles à l'ouest en fait. On avait demandé la maison des voisins. Bon, nous chez nous avons une indication que on ne marche pas trop, les trucs comme ça, on ne se sent pas trop souvent concerné. Donc, chez nous, on dormait. Donc, à un moment de la nuit, j'entends juste un bruit du genre, c'est qui? Et quand je me lève, je constate que ma grande soeur est en train de sortir de la chambre en courant. Parce que quand tu sortais de notre chambre, tout droit devant toi, il y avait un salon. Et quand tu virais à la gauche, il y avait un autre grand salon. Et c'est tout droit à ce grand salon qui avait la porte de sortie. Et lorsque je me lève, je sors pour aller lui demander c'est quoi. Elle arrive dehors, elle regarde en haut, en bas, elle ne voit personne. C'est où elle nous explique qu'il y avait quelqu'un qui était en train de la toucher. Et quand elle s'est levée et qu'elle a crié c'est qui, elle a juste vu une silhouette sur la porte. Donc elle voit juste les silhouettes avec donc, le vent qui passait juste comme ça. Là, elle a couru n'importe comment. Elle sort, la porte est ouverte parce qu'on fermait toujours la porte de dehors. Mais la porte est ouverte, ce jour, elle n'a rien compris. Et elle dit elle se place dehors parce que quand on se place en route, que tu regardes en haut, en bas, ce n'est pas tellement long que... En fait, je veux dire, si tu regardes en haut, en bas, même si la personne a couru n'importe comment, tu peux toujours le voir, mais elle ne voit personne. Et elle remarque une autre chose, c'est que quoi? Il y a la lumière chez les voisins. Pourtant, chez nous, il n'y a pas la lumière. Parce qu'elle dit, quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle a voulu faire, c'est allumer la lumière. Mais il n'y avait pas de lumière. Elle dit que, mais comment ça, il n'y a pas la lumière? Et vu que la porte de sortie, là, le compteur était de ce côté, à l'extérieur, on constate donc qu'on avait coupé, on avait éteint le compteur. Elle rallume, on rentre tous en dort. Maintenant, la deuxième fois, je suis couchée devant et ma soeur, elle est couchée derrière. Donc, à un moment de la nuit, je sais pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui a un sommeil vraiment très, très léger, en fait. Très, très léger. Je peux me coucher à 1h, à 3h, je suis déjà debout. Donc, je dors très, très peu. Donc, ce jour, je suis couchée devant. Et là, je vois, je sais pas, il n'y avait pas toujours d'électricité, il y avait toujours coupure. Je vois juste comme quelqu'un s'approche. Vous savez, quand quelqu'un marche doucement, il y avait les tapis là au sol. Donc il marchait, ça faisait des bruits.
doucement, doucement. Et il vient sur moi. J'avais les yeux ouverts, mais je ne bougeais pas. Je ne veux pas dire que j'étais paralysée ou que j'avais peur, mais je ne sais pas, j'étais juste couchée là, je regardais. Il passe sa main droite au-dessus de ma tête, il pose sur le chevet du lit. Et avec sa main gauche, il commence à toucher mes jambes. Il monte, il monte. Moi, je suis couchée là, je ne dis rien. Et quand quelqu'un fait ça, vous savez, il est penché sur vous, donc tu as le temps de sentir même la respiration de la personne sur toi. Et il y avait aussi une chose, le t-shirt qu'il avait porté, il y avait un dessin Afrique dessus. Vous voyez les anciens t-shirts qu'on faisait avec les brillants, qu'on dessinait quelque chose, on mettait les brillants or dessus et tout. Donc il avait un t-shirt noir, mais la seule chose que je remarquais sur le t-shirt, c'était ce dessin Afrique qui avait les brillants, donc ça frappait dans le noir. Je n'ai rien dit. Il a fait ça un moment, il s'est levé et il est allé se placer à l'angle du mur. Il est rentré derrière doucement. Il est allé se placer à l'angle du mur. Et moi, je n'ai pas toujours bougé, je suis restée regarder. À un moment donné, ma mère a allumé au salon parce que de notre chambre, il y a un salon tout droit dès que tu sors de la chambre. Il y a un grand salon quand tu vis à droite et il y a un grand salon quand tu vis à gauche. Donc, ma mère était dans le grand salon de droite en fait. Et c'est quelqu'un que quand souvent elle a des travaux, deux fois elle peut dormir au salon pour travailler. Donc, c'est comme ça qu'à cette heure, elle allume la bougie. Et vu que la porte était ouverte, parce que entre le salon de notre chambre, le salon de droite, il y a une très grande fenêtre ouverte en fait. Il y a un vide là qu'on a laissé. Donc, la lueur de la bougie entre dans la chambre. C'est où je constate qu'au mur, il n'y a plus la personne. Mais il y avait toujours cette lumière-là en fait de brillant du t-shirt en fait, du dessin Afrique. Mais c'est même que ça, à ce moment où elle allume la bougie, je constate que le dessin a changé en fait. Ce n'est plus, c'est juste comme une lumière. Donc ça n'a plus la forme de l'Afrique. C'est comme une lumière, la lueur de la lumière qui passe peut-être par le toit ou par quoi, qui est en train de frapper à cet endroit. C'est où je me lève, je vais au mur, je touche le mur, il n'y a rien. Je dis mais attends, comment? Je vais au salon, je demande à ma mère, est-ce que tu es entrée dans notre chambre? Elle me dit non, elle vient de se réveiller. De là, je vais dans la chambre de mon frère. J'essaie de le réveiller. Déjà, de façon il dort, je comprends que non, forcément, c'est pas lui. C'est où ma mère me demande, mais il y a quoi? Je lui explique. Et pendant que je lui explique, parce que quand ça se produisait, ma soeur dormait derrière. Et c'est où ma soeur se lève, donc elle vient. Et elle dit effectivement, elle était en train de rêver qu'il y avait quelqu'un qui était là en train de me toucher. Donc, pendant que je vivais la scène en direct, elle le vivait en rêve en fait. Donc, le matin, qu'on a expliqué à notre père, il est donc parti chez les... Vous savez, chez les papas africains, surtout camerounais de l'Ouest, il est directement parti regarder. C'est comme ça qu'on lui a dit que bon, en fait, ce sont les gens qui voulaient nous faire les couches de nuit, en fait. Depuis, ils ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Maintenant, ils sont venus dans, je sais pas, comme pour un au revoir, en fait, avant de partir. Parce que, vrai, avant ça, nous n'avions jamais vécu les trucs bizarres. Et après ça, comme ça s'était produit, on n'a plus jamais vécu les trucs bizarres. Donc on s'est dit, ah, sûrement c'est comme ils ont dit. Donc voilà. Donc pour dire qu'il y a des gens que même si on fait n'importe comment, il y a des gens qui sont couverts par la grâce de Dieu. Pas parce que tu as fait quelque chose ou parce que tu pries ou parce que tu... Non. Juste parce que Dieu a jeté sur toi son dévolu et que bon, il a dit que non. Pour lui, tu es intouchable sur certains trucs. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 7e histoire. Bonsoir à tous ou bonjour à tous, particulièrement à toi DMG, bonsoir et merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour
pour cette brillante idée. Merci à tous ceux qui partagent ce qu'ils ont vécu et ceux qui partagent ce qu'ils ont entendu parce que franchement, ça édifie. Si aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole, en fait, c'est parce que j'aime mon histoire, comme beaucoup tant d'autres, et aujourd'hui j'ai décidé de la partager avec vous. C'est vrai que c'est pas facile de prendre le pas, de faire le pas en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des histoires à raconter, mais ils n'ont pas ce courage-là de se mettre, de la partager en fait. Déjà, je vais m'adresser beaucoup plus aux parents, à papa, à maman et aussi aux frères et sœurs. Parce que c'est, comment dirais-je, mon histoire, moi, elle commence de là. Elle commence là, si je peux dire. Excusez-moi. Déjà, j'ai 27 ans. Et il y a de cela, lors de mes 7 ans, oui, quand j'avais 7 ans, je vivais avec ma mère. Mon papa n'étant plus là, j'étais avec ma mère et mon frère, mon grand frère et ma grande sœur. Donc nous étions 4, à la maison. Et à cette époque, c'est vrai que pour moi, c'était pas trop rose. Je sais pas si je veux dire, je voyais des trucs dont j'étais le seul à voir à cette époque et jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Mais maintenant, lors de mes 7 ans, c'était le début en fait de la chose. Et il m'arrivait souvent, parfois dans la nuit, quand je dors, aux environs de 1h minuit, je me réveille, un peu comme on dit, un esprit en fait. Et je me réveille, mais curieusement, je n'arrivais pas à bouger sur le lit, je n'arrivais pas à respirer. Et j'avais cette sensation de ne plus être dans la chambre, en fait. Donc pour moi, le décor avait complètement changé. Je sais pas, je vais comparer ça à l'enfer si je peux dire, parce que j'étais dans un endroit où ce n'était que des flammes. Oui. Et pendant à peu près 1 à 2 minutes, j'essayais de me débattre, j'essayais de crier, mais curieusement, ma voix ne sortait pas. Et cela pouvait m'arriver 2-3 fois durant la nuit. Et maintenant, ce qui me sauvait, c'était que quand je suis dans cette mauvaise posture, je récitais toujours le Notre Père. Toujours et toujours. Et après, je me mettais à réciter des phrases telles: si Dieu a décidé que c'est où je vais rester, je vais rester. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, je ne resterai pas. En fait, ça c'était avec des paroles d'enfant. Un enfant qui a peur. Ça a été comme ça pendant... En fait, j'ai vécu ça d'abord pendant 1 mois. Avant d'aller voir ma mère et lui dire: maman, voilà ce par quoi je passe. Bon, pour une mère, je sais pas trop si je vais dire pour une mère, mais ma mère à moi, elle a négligé la chose. Oui. Elle a négligé la chose. Et c'est comme ça que, avec le temps, ce n'était plus dans la nuit. C'était maintenant en journée. Je voyais des serpents un peu partout. C'est du genre, je peux tourner la tête comme ça, je vois un serpent accroché sur la porte. Quand je dis à ma mère: maman, voilà le serpent. Ma mère se tourne, elle ne voit rien. Elle est étonnée. À un moment, ça devenait frustrant que je m'agrippais à ma mère comme un singe sur sa mère, si je peux le dire. Et c'est où ma mère a un peu commencé à prendre la chose au sérieux. Elle m'avait amené, je crois, la première fois elle m'a amené chez un prêtre ou un pasteur. Il lui a dit exactement qu'il y a un esprit de serpent qui me dérange. Elle m'a laissé chez le prêtre pendant, je crois, c'était 1 semaine et demie. Il a dit ça allait. Et pourtant, ça s'était juste calmé. Et avec le temps, c'est revenu. Bon, je ne me rappelle plus trop parce que il y avait beaucoup de conséquences. Il y avait les pertes de mémoire. Il y avait bref, du moins, je ne dormais pas. À un moment, je perdais complètement la mémoire. Et ce qui fait que ça a impacté aussi sur ma scolarité. À des moments, étant à l'école, j'étais intelligent, oui, si je peux le dire. On va dire, de la CIL au CE1, j'étais intelligent. J'étais dans le top 2 de ma salle de classe. Mais arrivé au CE2, curieusement,
je me retrouve dans le top 3 des derniers de la classe. Et ceci c'était parce que je bûchais franchement normalement à la maison. Tout passait, je récitais mon cahier. Mais une fois arrivé en classe, il y avait ce truc, un peu comme si on effaçait mon cerveau avec une éponge, comme on efface un tableau. Quand j'arrive devant ma feuille, des trucs faciles, je n'arrive plus à me retrouver. Mais quand on sort, tout ça revient. Et pendant qu'on fait la correction, s'il vous plaît, j'étais au tableau à faire la correction. À un moment, ça a interpellé ma maîtresse du CE2. Elle avait convoqué ma mère, qui était venue. Ils ont essayé d'expliquer. Jusque-là, ma mère a négligé. Et je me suis retrouvé en train de faire la classe du CE2 4 fois, s'il vous plaît. Oui, 4 fois. Bon, je ne me rappelle plus trop de ce qui s'est passé les années qui suivaient. Mais je sais qu'avec le temps, Dieu a mis sa main. Certaines choses se sont débloquées. Ça m'a permis de continuer mon école, ma vie scolaire, jusqu'à ce que je suis arrivé en 3e. J'ai repris le BPC une fois. Ça m'a un peu frustré parce que je me revoyais dans cette même posture au CE2. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches moi-même. Et ces recherches-là, j'ai pu trouver, j'avais pu trouver certaines tactiques qui m'ont aidé l'année qui suivait. Déjà, j'avais moins... Quand j'ai essayé de chercher, je faisais moins de cauchemars parce que toutes ces années, oui, les cauchemars continuaient, oui. Toutes ces années, les cauchemars continuaient. Les cauchemars, et comme je dis, je me retrouvais dans des endroits où, franchement, c'est inexplicable, déjà. Et lorsque j'ai eu la 2e année, quand j'ai passé le BPC, ça avait diminué. C'est vrai que, en fait, pas que ça avait diminué, mais ça avait changé parce que c'était maintenant mon esprit qui voyageait. Et curieusement, quand j'étais dans ce côté, j'avais l'impression d'être dans un monde réel. Le matin, quand je me réveille, je suis hyper fatigué. Et je sentais qu'il y avait un vide en moi, en fait. Ouais, genre, vous êtes fatigué, il y a un truc qui vous manque là. Genre, et c'était mon esprit, parce que quand ça revenait, du moins quand ça revient, parce que jusqu'à présent, je subis toujours ça. Quand ça revient, ça peut revenir 2-3 jours après, et j'ai de violents vertiges. Genre, s'il n'y a pas un truc à côté pour m'agripper ou quelqu'un à côté, je vais tomber. D'abord, en fait, je tombe à 4 pattes pendant au moins 20 à 30 secondes. Le temps en fait, le temps pour mon esprit de reprendre sa place, en fait. C'est un peu ça. Du coup, avec le temps, bon, bref, c'est vrai que j'ai pas fini ma scolarité. Je me suis arrêté en classe de première parce qu'à un moment, franchement, ça devenait déjà pénible. Et ça devenait frustrant que non. Voilà que notre salle d'examen, cette fois-ci, je vais passer combien d'années? Et tout, bon. Et aussi que mon problème, du moins, à cette époque, j'étais le seul à me battre pour résoudre ce problème. Parce que quand je disais à ma mère que non, voilà ce par quoi je passe, voilà ce que j'ai vécu, elle prenait un peu la chose comme si j'ai inventé, en fait. Et pourtant, pour moi, c'était réel. Et il m'arrivait souvent de faire des rêves du genre, je suis au milieu de 7 personnes et à côté de moi il y a un feu. Ces 7 personnes m'entourent et parmi ces 7 personnes il y a 2 femmes et 5 hommes. Bon, c'est vrai que les visages on ne les distingue pas bien et à chaque fois je racontais toujours ça à ma mère, mais elle prenait ça pour de la blague. Excusez-moi, l'histoire est un peu trop longue, donc je vais abréger. Du coup, comme je dis, j'ai eu à arrêter l'école et avec le temps, Dieu m'a permis, j'ai trouvé un travail, et oui, le premier travail, bon, nous sommes au Cameroun, à un moment, on a demandé certaines conditions qui ne m'ont pas plu et ma mère aussi, elle a demandé que j'arrête le travail. Dieu a fait grâce, un mois après, j'ai trouvé un autre travail qui me permet de me déplacer, on va dire, deux fois par an dans chaque ville du pays. Du coup, dans les multiples voyages précédents que j'ai eu à effectuer, j'ai essayé de chercher. Et au fur et à mesure que je cherchais, c'est vrai qu'on dit souvent que
comment dirais-je, un praticien n'enlève pas tout. En fait, il peut pas tout enlever. Il enlève une partie, d'autres vont faire le reste. En fait, chacun enlève à son niveau. Du coup, actuellement, je me trouve à l'est du Cameroun, un peu proche de la ville que tout le monde connaît pour tous ceux qui sont au Cameroun de ce côté, un peu proche de Mandjou, si je peux dire ça comme ça, où j'ai rencontré deux personnes, un monsieur et une femme. C'est vrai que le monsieur, il a la vision, mais il ne traite pas. Et la femme, elle a la vision, elle a les deux. Mais pour la femme, j'ai commencé son traitement, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc son remède n'est pas stable. Donc du coup, je continue à chercher. En gros, c'était pour vous dire de faire très attention, de mettre l'oreille sur ce que vos enfants, vos petits frères du bas âge vous disent. Parce que c'est de là que ça commence. Du moins, c'est de là que ma part a commencé. Et honnêtement, j'en souffre. Oui, parce que actuellement, je suis en train de vous parler les minuit. Je n'arrive pas à dormir parce que oui, depuis quelque temps, ça a recommencé. Je peux dormir. Déjà, je finis le travail vers 22h. Je commence au travail à 5h20. J'ai une petite pause à 14h, 15h. Je finis le travail 22h, 23h. Et quand je rentre, déjà pour trouver le sommeil, c'est compliqué. Et quand je parviens à trouver un peu de sommeil, à partir de 3h, je suis debout. Et maintenant, je suis debout. Pourquoi? Parce que j'ai fait un cauchemar qui, comme je dis, c'est en répétition en fait. C'est genre, je peux faire un cauchemar là maintenant. Quand je me réendors, je refais le même cauchemar. En fait, c'est la suite. Donc, du coup, pour éviter ça, il m'arrive souvent parfois de m'empêcher de dormir, si je peux dire ça comme ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, une fois de plus, faites très attention à ce que vos petits frères, vos enfants vous disent qu'ils ont vécu pendant leur sommeil. Oui, s'il vous plaît. Parce que vraiment, 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 moi je souffre. Excusez-moi d'avoir été si long et merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous. Merci pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 8e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Moi c'est Monique, je vis au Togo, je suis togolaise. J'aimerais passer aussi par ici pour remercier tous ceux qui participent à l'émission. Vraiment, c'est l'effort de tout le monde qui avance la chose, quoi. Donc vraiment merci à DMG également. Donc sans plus tarder, moi je viens avec l'histoire. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais j'aimerais raconter celle-ci ce matin. Ça date de, je peux dire, 7 ans, quand j'étais en classe de première. Tout avait commencé en classe de seconde. Lorsqu'il y avait un groupe de filles là, qui restaient toujours au fond de la classe, dans le dernier rangé. Ils ne faisaient que bavarder et tout. Moi, j'aime pas trop le bruit, j'aime pas trop me voir, alors je ne m'attache pas à eux. Genre, c'est pas mes compagnies, quoi. On se salue, on fait tout, mais c'est pas mon truc d'aller rester pas mieux. Sauf, on s'attend très bien et tout, mais c'est pas ça. Bon, la chose même est commencé quand? Lorsqu'on est monté en classe de première, il y avait une fille qui était rentrée de l'Europe suite à un problème. Donc, au retour de la fille, elle s'est jointe à ce groupe. Mais apparemment, c'est comme si la fille... Bon, après, lorsqu'on a écouté les versions, on a demandé d'après. C'est comme si la fille vivait ici au Togo avant. Et ce sont ses amis. Donc, lorsqu'elle est revenue, elle les a encore revus en classe de premier. Donc, elle s'est jointe au groupe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Moi, j'étais à l'entrée de la classe. Il y a un premier rangé là. J'étais là-bas dans le deuxième banc. C'était 4 rangées. Et le dernier rangé, le groupe là, était là-bas. Le groupe des filles. Y compris la fille qui est revenue de l'Europe pour faire la première avec nous. Donc, la fille était là. Donc,
2 semaines après, la fille commence pas à s'approcher de moi, soit disant qu'elle aime bien mes cheveux parce qu'ensuite là, j'avais, en fait, de nature, j'ai un teint noir et j'ai beaucoup de cheveux sur ma tête. J'ai tellement de cheveux, c'est aussi long. Et en ce moment, je ne tressais pas trop puisqu'on nous défendait de tresser à l'école avec les mèches. Donc, je fais les tresses avec mes propres cheveux, y compris tous les filles. Ceux qui ne sont pas d'accord étaient obligés de coiffer. Donc, voilà. Et la fille ne cesse de me dire, oh, j'aime beaucoup tes cheveux, tu es très belle, tu es ci, tu es ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À chaque pause pendant la récré, on sort la récré à 9h30, à chaque pause, elle passe chez moi et me dit, oh, je t'aime beaucoup, oh, j'aimerais être ton amie, viens m'accompagner, on va aller passer la récré ensemble, la pause ensemble. Au début, je l'accompagnais, on allait acheter du pain avec de l'haricot, on faisait tout, on buvait le jus, on faisait tout, parfois même elle payait. Et elle me payait à manger, soit disant qu'elle aime bien m'accompagner. Parce que je me suis demandé, la fille là, façon de elle, c'est vraiment pas avec moi qu'elle devait marcher. Hein. Elle a sa compagnie là-bas. En plus, si tu la vois, tu sais que c'est une fille qui, elle n'est pas elle connaît beaucoup de choses. Tu sens qu'elle est compliquée parce qu'elle a un tatouage au niveau des pieds. Si tu la vois, elle est quand même belle, avec un teint clair. Donc, on sortait à la pause tout le temps, on faisait tout. Pendant, banalement, 1 mois. C'est là que les autres camarades de la classe commencent par me dire, oh, tu sais, la fille là, on la connaît depuis. On a fait Beplank. Ceux qui sont togolais, qui vivent à Lomé, connaissent l'école qu'on appelle Beplank. Que voilà, qu'elle est un peu compliquée, elle est ci, elle est ça. J'ai dit ok. Mais c'est pas 1, 2, 3 personnes qui m'ont appelé par rapport à ce sujet. Donc, lorsque je voyais, même il y avait une de nos professeurs, c'est une dame, elle m'a même interpellée par rapport à ça. Donc, lorsque les gens m'interpellaient, je ne leur disais rien. Je suis de nature, quand on m'appelle par rapport à un truc, je ne raconte jamais aux concernés. J'essaie juste de me protéger, je prends mes précautions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu à me retirer un peu d'elle, c'est-à-dire, je me mettais un tout petit peu à l'écart. Ça a commencé, elle est venue chez moi, elle est venue s'asseoir un mardi matin, c'était le jour de la Saint-Valentin. Elle me disait, oh, de l'accompagner, on va aller en pause, que depuis lundi, que je ne l'accompagnais plus. J'ai dit, oh, tu sais, j'ai pas envie de sortir ces derniers temps pour la pause, donc d'aller tout seul, que j'ai pas envie de sortir. Elle dit, ok, d'accord, elle est partie. Donc, elle a vu que je me retirais peu à peu. C'est là, elle a commencé par s'énerver, elle me regardait avec de longs yeux et tout. Moi aussi, je ne la calculais pas. Mais jusqu'à un jour, j'étais assis dans mon banc, elle était sortie. Donc, à cause d'elle, je ne sortais plus. Hein. Quand elle finit de manger, elle entre dans la classe, je sortais. Il y a une classe qui est vide derrière notre classe là. J'allais m'asseoir là-bas pour manger ce que je peux boire du jus parce qu'il y a quelques camarades garçons qui restaient là-bas. Donc, parfois, j'allais aussi là-bas pour manger, histoire qu'elle ne m'aperçoit pas. Donc, un jour, elle est encore venue, elle dit que non, on n'a qu'à arrêter parce que on n'a pas besoin de crier sur nous pour savoir qu'on est en colère ou bien on est en train de faire de quereller. Donc, par rapport à la façon dont je me comporte avec elle ces derniers temps, qu'elle a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit non, d'arrêter. Donc, elle est sortie toute seule. Et depuis le jour là, elle-même commence par s'éloigner de moi. Façon. Donc, un soir, je me suis assise, c'était aux alentours de 11h. Je suis assise dans mon banc. Et là,
La fille s'est adossée à son mur et puis elle me regardait tout droit dans les yeux. Je rappelle que je suis dans le premier rangée et elle la quatrième rangée, c'est-à-dire dernière rangée. Il y a 2 rangées qui est au milieu qui nous séparent, mais elle me regardait de là, elle me fissait. Donc je me disais, pourquoi elle me fisse comme ça? Je me suis sentie gênée, j'ai mis ma tête sur le banc, je regarde par terre. J'ai mis les écouteurs, je commence par écouter les chansons et tout. Comme moi, le prof n'est pas venu, on est en pause et tout. Donc voilà, lors de la pause de midi, il y a ma camarade qui est on est 2 par banc, il y a qui s'adosse au mur. Moi, je suis à l'extrémité ici, au niveau de l'allée. Donc elle m'appelle pour que je puisse me redresser, comme ça elle va passer pour aller à la pause acheter de l'eau. Et c'est là, je ne me réveille plus. Elle m'appelle, je ne me réveille plus. À ce moment, lorsque je fissais, la fille me fissait, moi je la fissais, histoire de l'intimider. Mais arrivé à un moment, c'est comme si je me sens fatiguée, j'ai mis ma tête, elle est là. Ce n'est même pas sommeil, je ne sais même pas de quoi il s'agit, je suis partie comme ça. Lorsque je suis inconsciente, c'est un vide quoi. Je ne peux pas dire maintenant que j'ai vu quelque chose lorsque je m'étais endormie bien, je ne sais pas comment dire ça. Donc voilà, tout le monde commence par s'inquiéter dans le rang. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé avec la fille ici? Tout le monde m'appelle. On m'appelle. Oh, là, on m'a raconté que, on dirait que mon t-shirt que je portais le jour là, c'était comme si hier on a versé l'eau là-dessus, c'était mouillé. Oh, il n'y avait pas l'eau là-bas pour qu'on dise qu'on a versé l'eau. Donc c'est là où ils m'ont transporté à la direction pour voir si j'étais souffrante ou quoi. Mais non, il n'y avait rien, mais j'étais inconsciente. Et je rappelle bien que le tout s'est passé autour de 11h. Et à mon réveil, je voyais que c'est à 16h. J'étais à l'infirmerie. On essaie de me réveiller et tout. Parce qu'ils voyaient que ce n'est rien de grave. Je respirais bien, mais jusque je n'ouvrais pas les yeux. Donc voilà. Ça s'est passé un deuxième fois. C'était un matin aux alentours de 8h. On était à peine rentrés en classe et elle commence par me fisser encore. C'est la 3e fois que je dis, tiens, la fille, si à chaque fois qu'elle me regarde, il y a un truc qui se passe. Et le jour-là, j'ai fait exprès, je la fisse et je sentais encore comme si on était en train de me vider mon énergie, quoi. Et c'est là, je repose encore ma tête sur le banc. Je suis encore partie. Et là, le jour-là, c'était pas facile. On m'a encore ramenée aux alentours de 8h à l'infirmerie et tout. Et à mon réveil, c'est à 14h, 15h. Et c'est là, j'ai une tante qui vend les amuse-gueules et quelque chose qu'on appelle des gains à l'entrée de l'établissement. Donc, on l'a interpellée de venir. Donc, on m'a posé des questions, les profs m'ont posé des questions. Parce que lorsque je me réveille, j'ai un de mes camarades qui priait beaucoup. Il a tenu même, il m'a été de prier. Et c'est dans ça que je me suis réveillée aux alentours de 14h, dans la prière, quoi. Il a été de prier, les camarades étaient de prier. C'est dans ça que je me suis réveillée. Parce qu'à mon réveil, je voyais qu'on était de prier avec moi. On a tenu mes mains. J'étais allongée sur un matelas à l'infirmerie. Et c'est là on a commencé par me poser des questions. Comment ça se passe et tout. Et là, lorsqu'on a été de me poser des questions, tout commence par venir clair dans mes pensées que voilà, à chaque fois que j'observais la fille et tout, que ça se passait comme ça. Ma tante est venue et tout. Maintenant, ma tante est arrivée à la maison le soir, elle m'a accompagnée à la maison puisque les cours même étaient terminés à mon réveil. Donc, arrivée à la maison aux alentours de 18h, on a fait une petite assise pour me poser des questions. Et c'est là qu'on a commencé par prier. Et là, on a dévoilé celui qui priait. Enfin, c'est un frère charismatique qui priait avec nous chaque temps. Donc, c'est à ce moment qu'il disait que la fille, c'est une sirène. Et elle voulait m'amener aussi là. Qu'elle m'a même amené sous l'eau. Mais elle n'a...
c'est comme si il y a une force qui me protégeait. Donc, raison pour laquelle moi-même, je ne voyais rien parce que en ce moment de transition, elle voulait toutefois m'amener là-bas, mais il y a quelque chose qui l'empêchait de m'amener. Donc, c'est pourquoi il y a d'abord le noir quand je m'évanouis façon là. Donc, il y a que la fille, non, que elle est très, très, très compliquée et tout. Donc, voilà. Ça, on n'a rien dit. On a juste prié. Je suis revenue à l'école. Oh, elle ne me regarde même pas. Elle ne me regarde même plus. Donc, quelques semaines après, malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas, ils font tellement du bruit là-bas. Lorsqu'ils faisaient tellement du bruit là-bas, le prof est venu, parce qu'on était en haut du bâtiment. Et le prof était rentré, le prof était énervé, donc le prof a voulu casser le groupe, quoi. Et on a déplacé la fille pour venir le poser devant moi immédiatement, devant moi. Et là, ce jour, on faisait un cours qu'on appelle fiche de stock. J'avais tourné le cahier en mode paysage, histoire de tracer bien le tableau et de remplir. Donc la fille, il a été adossé contre le mur, mon banc, quoi, là où je posais le cahier. Et il m'a dit que non, de bien tourner le cahier en mode portrait, que mon cahier lui donnait tellement la chaleur. J'ai dit, oh, quelle chaleur, que je n'ai rien fait avec mon cahier pour que ça puisse te donner la chaleur. Comment ça? Elle a commencé par m'insulter, que non, de tourner le cahier, d'écouter ce qu'elle est en train de me dire et tout. J'ai dit, oh, c'est quelle histoire ça, pardon. Et là, on a commencé par se chamailler, bon, pas quereller, mais enfin, chacun voulait avoir raison et tout. Et c'est dans ça, elle est entrée en transe, en plein cours, dans la salle comme ça. Elle est entrée en transe. De toute façon, elle voulait me frapper. En transe, elle faisait des trucs, elle voulait me frapper. Et c'est là, ma camarade de bain m'a dit de monter sur là où on posait le cahier. Donc, on est monté là-bas. Elle est par terre, elle se lève, elle voulait venir vers moi pour me voir, on l'arrêtait et tout. Et c'est là, dans le bruit, on l'a accompagnée à la direction, là où on m'amenait. Et c'est là, elle est venue à elle, mais on lui demande pourquoi elle fait ça. Elle dit que moi, je lui ai fait trop de mal. Elle a dit beaucoup de choses. Maintenant, le surveillant, les profs sont venus en classe pour me dire de venir la demander pardon, de m'excuser auprès d'elle. Moi, j'ai dit non, que je ne vais pas m'excuser. Je me suis entêtée. J'ai dit non et non. J'ai dit non, que je ne vais pas m'excuser. J'ai résisté, c'est-à-dire j'ai refusé catégoriquement, quoi. Et c'est là, ses camarades sont revenus en classe pour prendre quelques parfums, les parfums que les dames là qui vont faire les cérémonies au niveau de la mère utilisent là. Les camarades sont venus prendre ça avec l'eau minérale, les parfums, le talc avec une serviette blanche. Maintenant, ils ont lavé le visage de la fille avec l'eau minérale. Ils ont aspergé le talc au cou, le parfum et tout. Maintenant, la direction sentait comme les dames qui font les cérémonies de sirène là. Voilà. Donc, c'est comme ça, la fille, après ce jour, elle n'est plus venue. Maintenant, à la porte des examens, je suis retournée. Il y avait un truc, à la porte des examens, il y avait un cours qui se passait dans la soirée. J'avais commencé, mais j'avais un problème de sous, donc j'ai pas pu terminer. Donc, je suis revenue au mois de révision pour assister au mois de la révision afin d'aller à l'examen. Donc, je suis revenue, je suis retournée au cours de remise à niveau. Enfin, je venais au cours dans la journée, mais les rattrapages du soir, les répétitions, je ne venais plus parce qu'il y avait le problème, parce qu'on devait payer pour ça. Donc, c'est à la porte des examens, je suis revenue pour les révisions et tout, que je l'aperçois en cours du soir. Et elle était enceinte aussi.
Elle me voyait, elle m'a salué comme si rien n'était. Donc c'est ma petite histoire que j'aimerais partager avec vous. Et j'aimerais passer par là pour vous dire, les camaraderies à l'école et tout, de vraiment faire telle attention, de beaucoup prier, de beaucoup prier, de beaucoup prier, de beaucoup prier. Et si certains cas se présentent comme ça, de prier pour que ces gens-là se convertissent, quoi. De prier pour leur conversion. De prier, de beaucoup prier, quoi. De que le Seigneur nous éloigne de ces gens de compagnie et de leur donner l'esprit de conversion afin qu'ils se convertissent, de les éloigner de ce chemin qui n'est pas celui du Seigneur. Donc merci DMG, merci. Et à très bientôt pour d'autres histoires. Et likez, commentez. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on écoute la 9e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Voilà, je te fais ce vocal directement de l'Angleterre, quoi. C'est juste pour te dire juste pour te faire comprendre que voilà, tu es déjà suivi partout dans le monde et t'encourager aussi dans ce concept que tu as créé, quoi. Et voilà, et encourager aussi mes confrères qui sont tout le temps actifs sur ta page à continuer à liker, à continuer à partager, à continuer à faire à agrandir ta communauté en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec toi pour raconter une histoire qui n'est pas vraiment mystique. En fait, elle est un peu mystique, mais pas à 100%. Mais je vous promets que elle est très très intéressante. Quand je dis pas mystique à 100%, c'est genre, elle a une bonne fin en fait. Il n'y a pas de drama, pas de sang et autres. Et qui a une bonne fin. Voilà, cette histoire m'a été racontée par ma tante paternelle du côté de mon papa. Voilà, elle nous a été racontée, elle dit dans l'histoire, elle était jeune quand ça s'est passé, elle était adolescente. Bon, c'est pas comme si elle est vieille maintenant. Ça s'est passé il n'y a pas aussi très longtemps en fait. Et ça s'est passé dans un village à l'ouest Cameroun. Je pense que les gens connaîtront Fumban. Fumban qui est un village de l'ouest Cameroun parce que je suis de l'ouest. Voilà, ma tante, à côté de chez nous, je dirais de chez ma tante, il y avait une dame qui vivait là-bas en fait. Et la dame, elle faisait du commerce. Elle vendait dans un marché de la place. Elle vendait des beignets farine. Là. Je pense que vous connaissez des beignets farine, haricots bouillis qu'on a l'habitude de faire au Cameroun. Et c'est ça que la femme vendait en fait. Et la femme vraiment était réputée pour son extrême gentillesse. C'est-à-dire la femme, elle était extrêmement gentille. C'est pas possible. C'était une femme tellement gentille au point où elle était capable de se priver à elle-même pour favoriser autrui en fait. Tellement qu'elle était gentille, les gens se plaignaient de sa gentillesse. Je sais pas si vous comprenez un peu où je vais en venir. Genre, tellement elle était tellement gentille, les gens lui disaient mais toi tu es tellement gentille. Parfois tu es tellement gentille que parfois on a honte de venir te demander un service parce qu'on sait que tu vas accepter. Et de nous-mêmes, on ne veut pas abuser, quoi, parce que tu es trop gentil, en fait. Et la femme disait, mais ça ne me dérange pas. C'est comme ça que j'ai été élevée, c'est comme ça que j'ai été créée. Parfois, moi-même, ma gentillesse, elle m'étonne. Hein. Mais la femme était tellement gentille, hein, je vous promets. Et le fait qu'elle était tellement gentille, ça amenait de la clientèle, en fait. Parce que son extrême gentillesse faisait en sorte que les gens allait toujours chez elle juste pour rien. C'est pas comme si sa nourriture était spéciale, c'était la nourriture la plus bonne du monde, mais juste parce qu'elle était tellement gentille que les gens se disaient voilà, elle est juste par redevance quoi, juste pour lui être redevable, je vais aller acheter des trucs chez elle quoi. Ok, en face de la dame là aussi, il y avait une dame qui faisait également le même commerce quoi. C'est-à-dire elle vendait également les beignets farine, haricots bouillis et tout. Mais elle n'avait pas le même succès que la dame.
C'est-à-dire, la dame qui vendait en face là n'avait pas le même succès que la femme qui était gentille là. Et tellement qu'elle n'avait pas le même succès qu'elle, parce qu'il arrivait même des moments où les gens lui volaient, la dame qui était gentille volait la clientèle de l'autre dame là, mais sans faire exprès en fait. Genre les gens laissaient la cantine de la dame là pour aller chez la cantine, pour aller chez l'autre là en fait. Et voilà, sans tarder, ça a créé une jalousie en l'autre dame qui n'avait plus de clientèle parce qu'elle se rendait compte qu'elle ne faisait plus de profit, rien et tout. Et c'est arrivé un moment où elle insultait même la dame publiquement, hein. Elle insultait la dame publiquement, elle insultait même les clients de la dame même. Quand tu viens manger chez la dame qui est gentille là, elle t'insulte, elle te fait des yeux, parfois mais peut-être elle veut verser l'eau de la bouillie là, elle verse ça peut-être sur des clients, genre elle rendait les gens mal à l'aise en fait. Bon, pour en finir alors avec la dame, elle a décidé d'aller voir un marabout. Elle allait voir un marabout, elle a dit au marabout, voilà, il y a une dame là qui me nuit, elle me nuit vraiment, et j'aimerais en terminer avec elle en fait. Le marabout lui dit, ok, il n'y a pas de problème, je te comprends, tu vas en terminer avec elle parce que je ne fais pas de profit et tout. Elle dit oui. Le marabout lui dit, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu as amené un truc appartenant à la dame, quoi? Maintenant, elle dit, vu que c'était aussi une femme du village, c'était une villageoise, elle ne connaissait pas les trucs de photos et tout. Elle n'avait pas pensé qu'il fallait qu'elle amène un truc appartenant à la dame. Elle dit au marabout, voilà, j'ai pas de truc appartenant à la dame, je suis désolée. Le marabout lui dit, ok, étant donné que tu n'as pas de truc appartenant à la dame, ne serait-ce que même un cheveu ou un truc comme ça, parce qu'elle ne savait pas aussi comment elle allait faire pour l'obtenir en fait, parce que la dame et elle ne se côtoient pas. Elle ne savait pas comment elle allait faire pour l'obtenir en fait. Maintenant, le marabout lui a dit, ok, comme tu n'as rien appartenant à la dame, je vais devoir aller le faire physiquement. Je vais le faire de moi-même en fait. Et tout. Elle dit au marabout, oui, fais ce que tu peux, mais du moment où je veux qu'elle me laisse tranquille, qu'elle soit morte, pour que je puisse reprendre mes activités, que je puisse vendre, quoi, que je puisse être la seule, en fait. Voilà donc le marabout se lève un jour, il va chez la dame alors. Il va plutôt chez la dame, mais pas où elle vend, hein. Il va chez la dame parce que je ne sais pas comment il avait fait pour trouver l'adresse de la dame. Vous connaissez les marabouts, comment ils sont. Mais il a retrouvé l'adresse de la dame. Je me dis peut-être c'est la femme qui lui a donné l'adresse, je ne sais pas. Mais il a retrouvé l'adresse de la dame et il allait. Quand il allait chez la dame, il a vu la dame et lui dit bonsoir. La dame, par réflexe, comme elle était tellement habituée que non, les gens viennent lui rendre visite et tout, elle dit bonsoir papa et tout. Elle ne lui a même pas laissé le temps de finir ce qu'il voulait dire en fait. Elle lui a demandé, pardon papa, prends la chaise, papa tu veux manger. Et le jour, elle avait fait le coquille, je ne sais pas si vous connaissez le coquille, la nourriture qu'on mange à l'ouest là. C'est ça qu'elle avait fait en fait. Et elle n'a même pas laissé le monsieur lui demander. Elle n'a même pas demandé au monsieur qu'est-ce que vous voulez, papa. Non, elle a juste dit papa, s'il te plaît, assieds-toi. Elle a demandé à sa fille de faire, de déballer le coquille là, devenu de nos pères en fait et tout. Sans connaître même le père. Hein. Elle n'avait jamais vu le père. Elle n'avait jamais côtoyé le père auparavant. Elle n'a même pas demandé au père papa, s'il te plaît, qu'est-ce que tu es venu demander ou bien comment tu. Qu'est-ce que vous amène? Je ne vous connais pas. Non, elle a juste dit, papa, comment tu vas? S'il te plaît, prends place. On va t'amener à manger. Et elle a donné à manger. Le père a mangé. Le marabout en question, il a mangé la nourriture. Il a mangé la nourriture. Quand elle a fini de manger comme ça, elle dit, amenez de l'eau. Quand on amène de l'eau, on donne au marabout. Le marabout boit. Il regarde la femme. Il l'observe. Il voit comment elle est, En fait, il observe la femme. La femme ne demandait pas. Bon, elle se demandait aussi pourquoi le monsieur m'observe en fait. Mais elle n'arrivait pas à lui demander, mais monsieur, pourquoi vous m'observez comme ça? Donc il avait fini de manger, il a bu. Il a commencé à observer la femme, Maintenant, il demande à la femme, est-ce que tu me connais? La femme dit non. Après, il dit, tu m'as déjà vu quelque part. La femme dit non, je vous ai jamais vu quelque part en fait, papa. Je vous ai jamais vu. C'est ma première fois de vous voir. Et vraiment, je suis enchantée. Et
Le monsieur reste comme ça, il dit, je vais donc te dire quelque chose. La dame dit quoi? Elle dit, on m'a envoyé pour te tuer. Mais tellement comme tu étais gentil avec moi, tellement comme tu as été, tellement ta gentillesse m'a tellement touché que ce qu'on m'a demandé de faire là, je ne vais pas le faire. La femme est restée comme ça. La femme dit, pardon papa. Elle dit que, oui, comme tu entends là, quelqu'un qui est jalouse de toi m'a envoyé te tuer. Et il a même dit que c'est quelqu'un avec qui tu fais le même commerce et tout. C'est comme ça que la dame avait su que c'était l'autre dame. Elle a dit, quelqu'un avec qui tu fais le même commerce et tout m'a envoyé te tuer. Mais je ne vais pas le faire parce que tu as été tellement gentil avec moi. Quand tu m'as vu, tu m'as pris comme un père en fait. Et c'est pour ça que je ne vais pas te tuer. Le père s'est levé, il est parti. Elle n'a plus jamais vu le père. Et depuis ce jour à ses enfants, la dame dit à ses enfants, à tout son entourage, que la gentillesse avant tout, pardon. Malgré malgré ce que vous traversez dans la vie, même si c'est dur pour vous, franchement, ne serait-ce que le petit sourire que vous donnez aux gens là, vous ne savez pas que c'est marquant dans des vies. Il faut être gentil, la gentillesse avant tout. Le mauvais cœur ne paye pas. Parce que si la dame était méchante là actuellement, elle devait être peut-être sous pied sur terre, hein, je vous le promets. Mais la dame, son extrême gentillesse là, lui a fallu ça. En fait, lui a fallu sa vie quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Depuis ce jour, la dame, à chaque fois, elle prônait la gentillesse, surtout au sein de sa famille. Elle disait toujours à ses enfants, malgré quoi qu'il se passe, d'ailleurs, n'oubliez jamais de sourire à quelqu'un et rendez toujours service aux gens. Respectez toujours les aînés parce que c'est ça qui va vous aider. Voilà l'histoire qui s'est passée avec moi. Sinon, à ce moment-là, je devais être morte, j'allais vous laisser en fait. Donc c'est comme ça, parce que même dans leur famille, là, ils sont très gentils. Je les connais actuellement, je parle personnellement avec eux. Je vous promets, ce sont des gens très gentils. Depuis que la maman est décédée, franchement, ce sont des gens très, très gentils. Je vous promets. Donc, c'était ma part de participation comme ça et tout. J'espère que l'histoire vous aura au moins touché, quoi. Ok, bye bye. Du courage. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 10e histoire. Bonjour DMG. Alors, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue sans en être consciente parce que je l'ai vécue en fait quand j'étais petite fille, quand j'étais un bébé même. Et c'est mon père qui plus tard me l'a raconté. Alors, mon père était un infirmier des grandes endémies à l'époque, il y a plus de 50 ans de cela, et il était en fonction dans le village de ma mère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'avais une arrière-grand-mère qui était très, très, très vieille, très âgée, qui était pratiquement couchée dans sa chambre et qui ne pouvait plus en sortir tellement elle était vieille. Il ne lui restait que la peau sur les os en fait. Et elle était tellement vieille que il paraît que toute ma famille maternelle en fait avait décidé que dès qu'elle mourrait, elle devait être enterrée dans les heures qui suivent. Il n'était pas question de garder le corps ou quoi que ce soit. Et donc, la famille avait, disons, déjà acheté un cercueil qui était dans un coin de la maison au cas où ça arrivait. Mais il se trouve que chaque fois que cette arrière-grand-mère-là tombait un peu malade, par un miracle, elle se remettait assez vite lorsque un bébé mourait dans la famille. Un bébé ou un enfant, et aussitôt elle se remettait rapidement de sa maladie. Mais les gens n'avaient pas vraiment fait le rapprochement. Alors, moi, j'étais
petite, je crois qu'il paraît que je n'avais même pas 2 ans. Et à l'époque, mon père était logé dans une maison de fonction dans le village en question. Et son bureau était pratiquement dans un coin, un côté de la maison. Et ce jour-là, il était dans son bureau et moi j'étais pas très loin, je gazouillais, j'étais assise puisque je ne faisais même pas, je marchais pas encore. Et puis à un moment, mon père a constaté que je ne gazouillais plus, il n'entendait plus de bruit. Donc, il avait commencé à s'inquiéter. Et quand il s'est levé, je vous assure, il paraît qu'il y avait un gros serpent à côté qui était prêt à m'avaler. Ça, c'est mon papa qui raconte. Donc, mon papa a eu le temps de me soulever de là. Et le serpent a mordu mon papa au pied. Donc, étant donné que c'était en pleine brousse et tout, enfin, c'était une infirmerie de village. Hein. Donc, mon papa avait un fusil, parce que de temps en temps, il faisait aussi de la chasse. Donc, il a eu le temps de tirer sur le serpent. Il a tué le serpent. Et il a vite fait le sérum contre le venin, tout et tout. Il a fait rapidement un pansement. Et dans la même soirée, mon arrière-grand-mère, la fatiguée, qui était couchée dans la chambre, avait demandé à le voir. Et quand il est parti, il paraît que la première phrase qu'elle lui a dit, c'est « Tu m'as tué ». Et elle s'est éteinte. Elle est morte. Mais mon père a dit, ce qu'il a trouvé mystérieux là-dedans, c'est que à peine il tue le serpent, le même soir, l'arrière-grand-mère meurt. Ça, c'est un fait. Et puis, il avait l'habitude de soigner les morsures de serpent puisqu'il était infirmier des grandes endémies dans un village et tout. Donc, du coup, il s'est dit, mais dis donc, la morsure de serpent a fait 6 mois avant de guérir. 6 mois. Alors que d'habitude, quand il soignait les autres qui avaient des morsures de serpent en allant au champ et tout, dès qu'il leur faisait le sérum et tout, au bout de 2 semaines, ça cicatrisait et tout. Et c'est là que on lui a dit que, en fait, comme ce n'est pas une morsure d'un serpent ordinaire, c'est la vieille qui s'était transformée en serpent pour venir m'avaler, me tuer. C'est pour ça que la morsure a mis du temps, même pour lui qui est du corps médical. Et donc, après ça, mon papa a été affecté ailleurs et tout. Et puis, depuis cet instant, il a dit, bon, votre fille là, votre petite-fille, c'est autre, ne viendra plus jamais dans ce village. Donc, il a fallu que j'ai 18 ans après ça pour que ma grand-mère directe fasse le vœu de vouloir me connaître, tout, mes oncles. Et il a fallu ça pour que mon père m'autorise à aller les voir au village, mais sous la condition que ils sont responsables de moi. Et c'est à cette condition que mon père a autorisé 18 ans après que j'aille dans le village de ma mère. Donc voilà, c'était mon histoire quand j'étais bébé, racontée par mon père lui-même. Et c'est pour dire que l'Afrique a ses mystères et il faut vraiment y croire. Je vous remercie. Au revoir. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00 10 histoires mystiques. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres.
Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.